Nous allons démarrer notre réunion très importante de cette deuxième édition des Ateliers républicains, dirigée par notre ami Gérard Rabinovitch, qui va prendre la parole dans quelques secondes. Je vais raccourcir mon propos introductif, simplement pour vous dire que nous avons choisi ce soir un thème particulièrement grave dans l'actualité. Islamisme, est-il trop tard pour agir? Sinon, que faire? Vous avez bien compris qu'il n'est jamais trop tard pour agir et que la question la plus importante, c'est que faire? Et nous avons le grand plaisir de recevoir ce soir Jean-Pierre Aubin, ancien inspecteur de l'Éducation nationale, dont on se souvient du rapport extrêmement documenté et, j'ai presque envie de dire, visionnaire qu'il avait présenté au début des années 2000, dont il n'a malheureusement pas été fait grand-chose, et qui vient d'écrire un livre remarquable, Comment a-t-on laissé l'islamisme pénétrer l'école? Mais l'islamisme n'a pas pénétré que l'école, c'est l'ensemble de la société, c'est l'administration, c'est les territoires dits perdus de la République dont il faudrait se préoccuper de la reconquête. C'est un sujet qui est éminemment d'actualité puisqu'il en est question dans le procès des attentats contre Charlie Hebdo et Hyper Cacher. Et c'est un sujet dont il est question quasiment tous les jours. L'ancien Premier ministre Manuel Valls s'exprimant dans les colonnes du JDD hier posait cette question très simple, comment est-il possible qu'il y ait encore dans la classe politique autant de naïveté lorsqu'il s'agit de parler de la lutte contre l'islam politique? Et il a notamment cité abondamment le livre de Jean-Pierre Aubin et dénoncé l'aveuglement de l'Éducation nationale, qui ne voit pas à quel point ce séparatisme islamique, dont il faut bien préciser le terme, est dangereux pour l'avenir de la République. Alors, merci à tous de votre présence. Sans plus attendre, je demande à Gérard Rabinovitch de bien vouloir introduire le propos afin de laisser la parole à monsieur Jean-Pierre Aubin. Gérard, nous t'écoutons. Merci à toi, merci Arié. Et comme tu l'as annoncé, c'est la deuxième séance des ateliers républicains. Et comme nous l'avions annoncé, il s'agit pour ces ateliers républicains autour des grands enjeux contemporains, sociétaux, éthico-politiques, culturels, stratégiques, de se donner du temps, quand la machine veut bien, et la technologie aussi, pour la penser, en invitant chaque mois des chercheurs, des universitaires, des analystes, des acteurs de terrain vigiles des crises contemporaines. Une fois par mois, un rendez-vous de veille, non pour commenter, mais pour alerter et mobiliser. Erich Fromm, dans les années 30, l'auteur entre autres de La peur de la liberté, un livre d'actualité, se désespérait d'observer que les quelques lucides devant les nuées qui s'amoncelaient, on pourrait citer pour la France par exemple le souvenir d'André Suarez, trop longtemps et toujours méconnu et oublié, que ces quelques-uns se trouvaient dans les faits réduits au rôle du cœur dans la tragédie grecque, commenter les événements sans jamais pouvoir agir dessus. Voilà une chose d'expérience à retenir pour tenter de n'y être pas une nouvelle fois relégué. Atelier républicain, la dénomination n'est pas anodine et les mots sont pesés. La philosophie politique a trois questions fondamentales, trois questions bien formulées par un de ses maîtres du nom de Léo Strauss. Qu'est-ce qu'une bonne vie? Qu'est-ce qu'une bonne société? Qu'est-ce qu'un bon agir en commun? Nous savons bien, ou du moins nous pressentons qu'avec les désastres et effrois du XXe siècle, ces questions doivent être remises sur l'établi de travail. Voilà pour Atelier. Quant à Républicain, c'est dans son évocation de 1789, dans ce moment fondateur et fécond qu'il faut l'entendre. Ce moment qui symbolisa sa geste, dans sa dimension universelle, le 26 août 1789, par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, première décision de l'Assemblée constituante. Il n'est pas anodin qu'elle se soit inscrite dans le motif graphique de figuration des tables de la loi, tel que le peintre et illustrateur Jean-Jacques François Le Barbier en fit la représentation. Elle en est l'écho spirituel, le prolongement reformulé juridique et porte une même ambition de pacte originel. Et elle se noue avec le projet de l'encyclopédie en poinçon de l'esprit républicain. Elle ne manque pas dans son esprit d'être soumise à des assauts venant d'horizons divers, quelquefois d'apparence opposée entre eux, tel le relativisme d'un côté ou le fanatisme d'un autre.
unis toutefois dans une même visée de sa dislocation. Les explorer, les identifier, les combattre sera la tâche de ces ateliers. Une autre chose est intrinsèque à l'esprit républicain, énoncé dès 1791 par Condorcet dans ses 5 mémoires pour l'instruction publique. La société doit au peuple une instruction publique. Non pour l'embrigader, le domestiquer, mais pour l'autonomiser, l'émanciper. L'école républicaine ou l'école d'esprit républicain est une œuvre éthico-politique. Nous sommes nombreux, à travers les générations, à avoir contracté une dette insoldable envers celle-ci. Sa lapidation, qu'elle vienne d'inconséquences internes ou d'assauts exogènes, est une douleur et une alerte. L'école d'esprit républicain peut avoir à se bonifier, elle peut avoir à s'amender, mais tout ce qui en démonte l'esprit par mépris, indolence, frivolité ou haine n'est jamais un bon signe, car c'est le signe annonciateur ou porteur d'un démontage civilisationnel. Commencer aujourd'hui le cycle d'ateliers de cette année en accueillant Jean-Pierre Aubin pour l'apparition très récente de son ouvrage « Comment on a laissé l'islamisme pénétrer l'école », paru chez Hermann dans la collection Questions sensibles et sous l'imprimature du RRA, le réseau interuniversitaire de recherche sur le racisme et l'antisémitisme, mis sur pied par 3 dames d'excellente compagnie, Céline Masson, Isabelle de Meckenem et Martine Benoît, est mieux que l'opportunité d'une heureuse contingence. Elle pose en filigrane d'emblée l'enjeu civilisationnel auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, entre culture de vie et culture de mort, entre travail de la raison et travail des pulsions, entre élévation éthique ou effondrement barbare. Un livre donc qui vient avec quelques rares autres à point nommé, qui dresse un tableau clair, circonstancié, et dont l'affligeant diagnostic a le poids de légitimité de son auteur, qui fut, comme l'a dit Harrier, inspecteur général de l'éducation nationale. Le crédit des références d'engagement pour l'éducation qui l'accompagne, le fameux rapport Aubin, et en publication tout ayant trait d'une manière ou d'une autre à la condition enseignante, c'est du cœur même de ce qu'on appelle le mammouth qu'il parle. Pour une fois, la presse ne s'y trompe pas, qui en une quinzaine de jours assure à sa parution les articles nécessaires à sa bonne réputation. C'est assez rare sur ce type de sujet pour être noté. Un livre, ô apaisante surprise, au temps où nombreux universitaires claudiquants cèdent à la tentation publicitaire tapageuse et indolente de l'écriture inclusive, qui s'intéresse au langage, qui ne mâche pas ses mots, ne bigote pas dans les euphémisations frileuses, dans les jactances administratives, et qui appelle un chat dans un vocabulaire de phénoménologie générale des mentalités. Un livre qui replace les mots dans leur sens fondateur et les brosse des tourbes étouffantes de la trivialisation mass-médiatique. Un livre qui remet les justes mots à leur place, sans se laisser tenter par l'emphase tribunicienne et les métaphores faisandées de l'assertion d'opinion. De ce point de vue, et sous cet angle aussi, il est une bouffée d'air, celle d'un bien-dire qui, comme on sait, est une bénédiction. Le diagnostic que pose ce livre, fruit d'un terrain labouré de part en part, est imparable. Ses mises en perspective, son étalonnage idéal, peuvent parfois prêter à discussion, faire objet de désaccords, appeler des approfondissements, des déplacements, des reformulations sémantiques. Mais il constitue maintenant un socle solide pour un débat qui est celui-là même de la liberté selon les anciens. Non pas la licence du tout est permis, dont depuis Aristote on sait qu'elle met à bas la démocratie et qui règne dans nos temps délétères, mais cette liberté qui est le nom du libre exercice de penser et débattre pour le bien commun. Pour le moment, dans les conditions qu'on sait aujourd'hui, hélas, tristement, je propose de laisser la parole à Jean-Pierre Aubin et je le remercie très vivement à mon tour d'être des nôtres ce jour et de nous accorder ce temps de clarté. Jean-Pierre, à vous. L'islamisme n'est pas une religion, c'est une idéologie et un projet politique
qui consiste à remplacer les principes et les lois civiles par des principes et normes religieuses, et l'idéologie consistant à idéaliser un passé religieux mythique pour faire une véritable révolution dans le présent et changer les perspectives à venir. Donc on est là devant un projet, une idéologie qui sont des dangers pour la démocratie et en France pour la République française. Cette idéologie est hélas dynamique. Elle est en progression dans le monde, en France en particulier. Une seule référence, pour donner un exemple, l'étude de Hakim El-Karoui de 2016 pour l'Institut Montaigne, qui montre que si 25% des musulmans de France ont adopté des normes et des valeurs qui sont en contradiction avec celles de la République, c'est le cas de 50% parmi les plus jeunes. On a donc là une dynamique que l'on retrouve d'ailleurs dans beaucoup de sondages qui montre que cette pénétration de l'islamisme est bien plus importante chez les jeunes musulmans que chez les plus anciens. Et les jeunes, ce sont évidemment pour la plupart des élèves. Et donc l'école est évidemment pénétrée par cette idéologie, impactée par cette idéologie, et ceci depuis longtemps. Mon rapport de 2004, le rapport de l'inspection générale de 2004 sur les signes de manifestation d'appartenance religieuse était une première alerte qui montrait que dans un certain nombre d'établissements scolaires, que nous avions choisi de manière à avoir un certain nombre d'atteintes à la laïcité, et donc ce rapport n'était pas représentatif de ce qui se passait dans l'ensemble du système éducatif, eh bien, il y avait de très nombreuses atteintes à la laïcité dans différents domaines sur lesquels je vais revenir. J'ai voulu, 16 ans plus tard, reprendre la plume parce qu'il y avait deux choses qui avaient évolué. D'abord, de toute évidence, et d'après ce qui me remontait du terrain, on avait des atteintes à la laïcité beaucoup plus nombreuses, beaucoup plus graves, et qui s'étendaient maintenant sur l'ensemble du territoire national et dans tous les types pratiquement d'établissements. Et puis, deuxièmement, on disposait d'études, ce dont on ne disposait pas en 2004, des études scientifiques, des sondages sérieux qui montraient que cette dynamique parmi la jeunesse musulmane était très forte. J'ai donc voulu dans ce livre faire trois choses. D'abord un état des lieux, c'est les chapitres 1 à 4. Ensuite analyser les responsabilités autour de la question mais comment en est-on arrivé là? Ce sont les chapitres 5 à 9. Et puis ensuite, est-il trop tard pour agir? Que faire? Des propositions, chapitres 10 à 12. Très rapidement, je vais reprendre ces trois grandes parties. L'état des lieux, pour commencer. Qu'est-ce qui a changé depuis l'état des lieux est assez accablant à travers les études que j'évoquais tout à l'heure et le dispositif de remontée des informations mis au point par Jean-Michel Blanquer lorsqu'il est arrivé au ministère, qui nous donne un certain nombre d'indications. Je voudrais en citer quelques-unes, évidemment, sans vouloir être exhaustif, le livre souhaite l'être, lui, exhaustif. Si je prends par exemple le dernier sondage, que je n'utilise pas d'ailleurs dans le livre parce qu'il est trop tardif, de l'IFOP pour l'ouverture du procès Charlie et Hyper Cacher, les attentats de janvier 2015. À la question de savoir si les sondés jugent la religion musulmane incompatible avec la vie dans la société française, traditionnellement, ce sont les électeurs classés à l'extrême droite qui répondent majoritairement oui. Et là, pour la première fois, on voit qu'un jeune musulman sur deux répond oui également. Donc quelque chose de très préoccupant. Si je prends une autre étude très différente, qui date Harry, il semblerait que nous ayons perdu.
Allô? Oui, Jean-Pierre, on vous avait perdu. Oui, ben alors je reprends. On n'a pas perdu beaucoup, c'était juste la dernière phrase qui était… Oui, l'étude du CNRS et de Sciences Po de Grenoble, qui interroge 11 000 collégiens sur toute une série de problèmes qui ont un rapport à la loi des adolescents. Et un certain nombre de ces questions touchent la laïcité et sont classées en fonction de la déclaration d'appartenance religieuse ou de non-appartenance religieuse de ces collégiens. À la question de savoir si une loi religieuse entre en contradiction avec une loi française, qu'est-ce qu'ils choisissent? 2 tiers des collégiens musulmans choisissent d'obéir à la loi religieuse. Pire encore, si je puis dire, à la question de savoir si les espèces vivantes sont le résultat d'une évolution, 6% des collégiens musulmans répondent qu'ils sont le résultat d'une évolution. Et ces réponses-là, et toutes les autres d'ailleurs, montrent une rupture totale entre les jeunes se déclarant musulmans et les jeunes se déclarant chrétiens ou athées ou agnostiques. Dans les établissements scolaires, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit toute une série de contestations autour de la nourriture, très nombreuses. 40% des enseignants estiment avoir déjà observé ce genre de contestation, des règles de la vie scolaire, des violences sur les filles, l'antisémitisme, et un certain nombre d'autres dérives. Mais il y a un point que je voudrais ici évoquer plus précisément. Ce sont les contestations de l'enseignement et les conséquences de ces contestations. On savait depuis mon rapport de 2004 que les cours de PS, les cours d'histoire, les cours de biologie, les cours de français et de philosophie pouvaient être l'objet de ces contestations. Mais on voit aujourd'hui à l'école primaire des parents demander par exemple que l'on supprime la lecture du conte Les Trois Petits Cochons. On voit également dans les établissements scolaires un phénomène se développer dans le secondaire et dans le primaire, c'est l'autocensure. Et là, on a un sondage de l'IFOP qui date de 2018, fait pour le Comité national d'action laïque et la Ligue de l'enseignement, auprès d'un échantillon représentatif des professeurs. Et là, sous le couvert de l'anonymat, on voit des choses évidemment qui passent sous le radar, des signalements aux autorités académiques, aux autorités de l'éducation nationale. 37% des professeurs déclarent, sous l'anonymat, s'être eux-mêmes autocensurés pour éviter des incidents qu'ils craignaient. Et ce pourcentage monte à plus de 50%, 53% en zone d'éducation prioritaire. Par parenthèse, si l'on pense que les instituteurs ont moins de raisons de s'auto-censurer que les professeurs du second degré et que parmi ces derniers, les professeurs de mathématiques moins de raisons de se censurer que les professeurs d'histoire, par exemple, on a dans certaines disciplines sans doute des proportions considérables d'enseignants qui s'auto-censurent aujourd'hui. Et ceci, évidemment, sans que cela remonte aux autorités académiques. Un exemple que je donne dans mon livre, dans ce grand lycée de Lyon, une mère d'élève, la proviseure reçoit un coup de téléphone d'une mère d'élève qui l'alerte sur le fait que 2 enseignants de la classe de terminale de son fils n'enseignent plus, pour l'une, professeur d'anglais et la littérature américaine, et pour l'autre, professeur d'histoire, l'enseignement qui est au programme sur les États-Unis. Et les 2 professeurs, effectivement, ont décidé de s'auto-censurer à la suite d'une réclamation de la déléguée de la classe au prétexte que les États-Unis sont les ennemis des musulmans. Voilà un exemple d'autocensure. Évidemment, les professeurs se sont fait rappeler à l'ordre et ont repris normalement leur programme. Comment en est-on arrivé là? Deuxième grande partie du livre. Quelles sont les responsabilités? Tout d'abord, les responsabilités évidemment des hommes politiques qui ont gouverné la France depuis 20 à 30 ans, de droite comme de gauche. Et là, j'analyse la double, voire la triple contrainte devant laquelle se trouve la droite et la division entre courants de la gauche qui a rendu
illisible toute politique favorable à la laïcité, ou impossible. Alors, je ne vais pas entrer là dans cette analyse, ça nous emmènerait trop loin, on n'a pas le temps. Mais sur le terrain, à cela, cette division de la droite, ou cette paralysie de la droite, à cette division de la gauche, s'ajoute au niveau local le clientélisme d'un certain nombre d'élus qui ont fait appel à des militants et des activistes islamistes pour encadrer la population en tant que travailleurs sociaux. Et on retrouve d'ailleurs cette politique au niveau d'un certain nombre d'établissements scolaires qui embauchent des surveillants dans le quartier pour que les jeunes se tiennent tranquilles à l'intérieur. Et qui importent du coup les valeurs et les dérives du quartier dans l'institution scolaire. Il y a un certain nombre d'exemples aussi de cet état de fait dans le livre. Mais aussi responsabilité de l'institution. Là, je développerai peut-être un peu plus. Les enseignants, tout d'abord. Chez les enseignants, c'est le désarroi qui domine. Il domine parce que les enseignants ne se sentent pas compétents et doublement non compétents pour gérer ces incidents. Tout d'abord, ils n'ont pas une vision très claire de ce qu'est la laïcité, de ce qui leur est demandé, et ils ne savent pas très bien, en général, l'expliquer aux élèves. C'est encore le constat, d'ailleurs, que fait le dernier rapport de l'inspection générale, qui a été remis en 2019. Sans conception claire des exigences de laïcité, il est difficile, effectivement, de discipliner une classe et de faire face aux atteintes à la laïcité. Et puis, deuxièmement, ils n'ont tout simplement pas les compétences pratiques pour gérer ces incidents. J'en veux pour preuve les chiffres qui figurent dans le sondage de l'IFOP auquel je faisais référence tout à l'heure. 6% des enseignants en service aujourd'hui déclarent avoir reçu une formation à la laïcité. Quant aux étudiants qui sont dans les INSPE aujourd'hui et qui se préparent à ce métier ou qui ont déjà réussi une partie du concours, eh bien 25% ont reçu une formation à la laïcité, un enseignement sur la laïcité, un quart, et parmi ces derniers, la moitié pense que cet enseignement était de mauvaise qualité. Donc, il n'y a pas là de quoi vraiment pavoiser quand on pense que dès 2004, l'inspection générale alertait les ministres sur cette insuffisance de formation qui avait été constatée et cette incompétence, ce désarroi des enseignants qui avait été constaté dans les établissements scolaires. Mais au-dessus des enseignants, les chefs d'établissement et plus largement l'administration rectorale est dans une sorte de déni ou de complaisance par rapport aux attaques islamistes au nom du fameux « surtout pas de vague ». La valeur suprême à ce niveau, c'est la paix scolaire. Et donc, éviter les conflits. Ne pas prêter le flanc à une exposition médiatique sur ce qui se passe réellement dans les établissements scolaires. On n'en parle pas. On préfère pousser la poussière sous le tapis. Et je donne une multitude d'exemples, en particulier tout un chapitre sur ce que j'appelle un lycée d'excellence, de ce grand lycée dirigé par une femme que j'appelle Marie, et qui, voulant s'attaquer résolument à l'islamisme dans son lycée, s'est vu confronté à des militants qui utilisaient leur position de délégué de la fédération de parents d'élèves pour demander au rectorat qu'elle cesse d'avoir des relations avec les familles. Et on a mis le rectorat a mis cette femme sous surveillance de la militante islamiste pour vérifier qu'elle n'avait plus de relations avec les familles des jeunes filles musulmanes.
Voilà un exemple tout à fait extraordinaire, mais qui est tout à fait réel, hélas, de complaisance et, je dirais même, plus que d'effacement des autorités académiques, d'un recteur et de ses collaborateurs face à la pression islamiste. Quant aux parents, ils sont depuis quelques quinzaine d'années, au moins une vingtaine d'années, ils sont dans une préoccupation que les sociologues appellent le consumérisme. Ce sont devenus des consommateurs d'école à la recherche de la meilleure école pour leur enfant et déployant beaucoup de stratégies, certaines stratégies pour y parvenir. Et aujourd'hui, le premier critère pour juger de la bonne école, de la meilleure école pour l'enfant, c'est le critère de la sécurité. C'est devenu le critère de la sécurité. Peut-être pas au niveau du lycée, mais au niveau de l'école et au niveau du collège. Et donc, on a là des stratégies qui vont se développer, dont celle que les sociologues appellent la stratégie résidentielle. On va déménager pour échapper au collège du secteur, pour sentir que son enfant est en sécurité, ou on va avoir recours au privé. Et là, les stratégies sont différentes. On est juif, musulman, français de souche, appartenant à une classe populaire, appartenant à une classe privilégiée, appartenant à une classe moyenne. Et là, j'analyse l'ensemble des stratégies qui sont à l'œuvre parmi les parents d'élèves et qui contribuent à accentuer ce que Jérôme Fourquet appelle l'archipélisation de la société française, c'est-à-dire la séparation des populations sur une base sociale, culturelle, ethnique et religieuse. Il y a là des véritables difficultés pour une politique de l'éducation nationale qui est d'essayer de revenir, si possible, à davantage de mixité. Pourquoi? Eh bien, c'est la troisième grande partie du livre. Que faire? Est-il encore temps? Pourquoi effectivement, il est encore temps. Alors, là, il y a deux grandes raisons. Deux grandes raisons qui tiennent au temps pour la première et à l'espace pour la seconde. La première raison qui a trait au temps à propos de l'islamisme et de son développement, c'est que ce n'est pas là un retour, ce phénomène n'est pas ce qu'on pourrait appeler, ce qu'on a appelé un retour du religieux. C'est pour le philosophe, anthropologue et historien Marcel Gauchet, grand spécialiste des religions, une conséquence de la sortie de la religion. C'est une conséquence de ce qu'il appelle la seconde mondialisation, c'est-à-dire la mondialisation des idées venues d'Occident, la démocratie, la liberté, l'émancipation de la religion, etc., qui s'impose progressivement dans les sociétés, qui infuse dans les sociétés du monde arabo-musulman, mais d'une manière exogène, et non pas comme en Occident chrétien, dans l'histoire de l'Occident chrétien, de manière endogène. Marcel Gauchet dit qu'il a fallu 5 siècles en Occident pour que ces idées triomphent. Nous n'en sommes pas là, évidemment, dans les sociétés arabo-musulmanes. C'est dire que ce phénomène, qui est un phénomène de longue durée, va encore, pour se déployer et pour, nous l'espérons tous, s'atténuer puis disparaître, en tout cas perdre le combat qu'il a engagé, il faudra sans doute des décennies. Et puis deuxièmement, ce n'est pas un problème français, c'est un problème global. D'abord, qui concerne le monde arabo-musulman. Il y a un chiffre terrible là, que je donne dans mon livre, c'est cette comptabilité terrible qui a été faite par un institut d'études politiques, qui est celui des morts dans les attentats islamistes depuis 1979. 167 000 morts dans le monde d'attentats islamistes, évidemment, excluent les guerres, uniquement les attentats. Eh bien, 92% de ces victimes sont des habitants de pays musulmans.
C'est dire que nous sommes là, je dirais, à la marge d'un phénomène. Et donc, si je veux tirer les conséquences de ces deux grands constats, je dirais qu'il n'y a pas de victoire française, ni à court terme, ni française, ni à court terme, contre l'islamisme. Il est illusoire de penser que par des mesures strictement à court terme et ne concernant que notre pays, nous pourrons éradiquer ou vaincre simplement l'islamisme dans notre pays. C'est un combat beaucoup plus large qu'il faut mener. Il faut réfléchir à concevoir des politiques dans ce cadre global et sur la longue durée. Pour la France, je donne 3 indications qui concernent évidemment l'école, qui est mon domaine de compétence. Comment l'école peut contribuer à ces politiques? Bien, tout d'abord, on ne peut pas imaginer que si l'archipélisation de la société française se poursuit, s'accuse, s'aggrave, c'est-à-dire que si des ghettos se constituent les uns à côté des autres, on va pouvoir combattre l'islamisme dans ces ghettos musulmans. Dans ces ghettos de plus en plus homogènes, dans ces quartiers de plus en plus homogènes, eh bien, les islamistes, en fait, sont comme poissons dans l'eau. Et donc, sans retrouver de la mixité, en particulier dans l'établissement scolaire, parce que les établissements scolaires surségrèguent par rapport à l'habitat, ils ajoutent de la ségrégation à la ségrégation aujourd'hui, eh bien, il est illusoire de penser mener un combat victorieux. En tout cas, de contribuer au recul de l'influence islamiste dans les écoles. Donc, c'est le premier point. Il faut retrouver de la mixité sociale, culturelle, religieuse dans les établissements scolaires. Il faut mener des politiques qui vont dans ce sens. Deuxièmement, il faut promouvoir un islam des Lumières, c'est-à-dire que l'islam n'est pas une religion homogène. Il y a différents courants. L'islamisme est un courant particulièrement sectaire, politisé et obscurantiste. Il y a aussi des forces éclairées. On les voit en ce moment se manifester de plus en plus souvent en France. Eh bien, il faut soutenir, il faut promouvoir ces forces démocratiques. C'est le rôle, en tout cas, du politique. Et il faut également promouvoir les forces démocratiques dans les pays musulmans. Il faut concevoir un combat plus global avec un système d'alliances qui permettent à ces forces qui se sont manifestées très vivement, avec beaucoup de dynamisme lors des printemps arabes, eh bien, il faut faire en sorte que la France soit leur alliée. Et pour ce qui concerne l'école, il y a un énorme effort de formation à faire, évidemment, vous l'avez deviné à travers ce que j'ai dit de ce qu'on observe dans les classes et les professeurs. C'est un double effort. Tout d'abord, donner une définition simple, claire, juridique de la laïcité, de telle façon qu'il y ait une unité des enseignants et des éducateurs pour dire, voilà, la laïcité, c'est ça. C'est pas une opinion parmi d'autres, c'est pas mon opinion ou l'opinion du voisin, c'est quelque chose qui se définit d'une manière simple et claire. Et puis, des compétences à faire face à ces contestations. Ne rien laisser passer déjà. Ne rien laisser passer, ce sera un énorme progrès. Car aujourd'hui, d'après les chiffres qui viennent de l'interrogation anonyme des enseignants, 18% des incidents donnent lieu à une procédure disciplinaire. Procédure disciplinaire, ça ne veut pas dire exclusion, ça veut dire que ça peut commencer à un simple avertissement. Un avertissement, c'est une procédure disciplinaire. 18% des incidents provoqués par des élèves. Or, on sait qu'il y a dans les remontées du ministère, 57% seulement des incidents dont les auteurs sont des élèves. Il y a 20 et quelques pourcents d'incidents qui sont dus aux parents. Il y a, chose tout à fait étonnante et inquiétante, 20% des incidents qui sont dus à des personnels de l'éducation nationale. Alors, pourquoi garder l'espoir?
par cela. Pourquoi garder l'espoir? Justement parce que nous sommes dans un combat à long terme, dans un combat qui est mondial et qui n'est fondamentalement qu'un combat défensif des forces islamistes. C'est un combat défensif parce qu'ils sentent que leurs idéaux sont attaqués par les idées qui viennent de l'Occident, qui sont des idées démocratiques. Et c'est cette radicalisation du désespoir, en quelque sorte, de la bête traquée que l'on observe en ce moment. Et Marcel Gauchet, je terminerai par là, cultive cet optimisme du long terme, certes, pessimisme du court terme, puisque, bon, selon lui, on en a pour des décennies de ce combat, et sans doute va-t-il faire beaucoup de victimes encore, et surtout dans les pays musulmans. Il dit ceci: les islamistes, ils veulent la science et la technologie, mais sans la démocratie. Ils auront la science, la technologie et la démocratie. Car, dit-il, la raison ne se divise pas. On ne peut pas appliquer la raison au monde matériel et refuser de l'appliquer au monde social et politique. Il y a des dates qui sont intéressantes que j'ai retrouvées. 1629, arrivée de Descartes à Amsterdam. 1637, il publie le discours de la méthode. La raison appliquée au monde matériel, à la science, à la technique. 1632, à Amsterdam également, 3 ans après l'arrivée de Descartes, naissance de Spinoza. Et 1661, début de la rédaction de l'éthique. Et donc, l'application de la raison au monde humain. Il y a là, Descartes a précédé Spinoza. L'application de la raison au monde matériel était sans doute plus simple qu'au monde humain et à la religion. Mais finalement, la raison ne se divise pas. C'est en tout cas, pour ma part, l'espoir que j'ai, c'est que nous aurons cette victoire de la démocratie, cette victoire de la liberté, cette victoire de l'émancipation humaine. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur Aubin. C'était vraiment passionnant. On n'aura pas le temps de prendre beaucoup de questions, mais une ou deux réflexions qui me viennent à l'esprit en vous écoutant. Quand on parle de la définition de la laïcité, vous avez raison de dire qu'on n'est pas vraiment d'accord sur ce que la laïcité veut dire dans un pays qui pourtant est un pays qui se caractérise comme laïque. Le dernier événement ou épisode à l'Assemblée nationale avec cette jeune syndicaliste étudiante qui venait témoigner dans une tenue qui clairement envoyait un message qui n'était pas un message religieux, mais un message politique. Ma question, c'est: qu'en pensez-vous et qu'auriez-vous fait? Et puis aussi cette question qui est revenue à plusieurs reprises ces jours-ci sur le laboratoire ou l'observatoire de la laïcité dirigé par Jean-Louis Bianco, qui est une institution de la République fortement décriée, qui d'ailleurs fournit d'importantes subsides à une organisation qui s'appelle Coexister et qui a pour mission de former un certain nombre d'acteurs de l'administration et de l'éducation nationale à la laïcité. Et pour le dirigeant ou les dirigeants de Coexister, il n'existe pas de problème islamiste en France et par conséquent, nous sommes là, encore une fois, dans des dérives qui ne font que rajouter de l'eau, si je peux me permettre de le dire ainsi, à votre moulin, sur l'inquiétude que vous manifestez dans votre ouvrage et qui, d'une certaine manière, réduit un peu la portée de votre optimisme. Sur ces deux points, est-ce que vous pouvez nous donner quelques réponses rapides? Oui, moi personnellement, je n'aurais pas quitté l'Assemblée. Pourquoi? Parce que cette femme avait le droit d'arriver dans cette tenue, tout simplement. Et donc, voilà. Qu'est-ce que la laïcité? La laïcité, article 1er de la Constitution française, la République est laïque. La chose publique est laïque. La chose publique, c'est bien les institutions publiques, les agents publics qui sont chargés de les faire fonctionner. Voilà. Ils sont tenus à la neutralité religieuse. Bon. Mais pas les personnes privées.
pas les associations, pas les entreprises, qui n'ont pas à être laïques. Et donc, on ne peut pas exiger, et là c'est le principe de liberté qui gouverne ces personnes, ce n'est pas le principe de laïcité. Donc, cette personne avait parfaitement le droit d'envoyer ce message politique ou religieux dans cette Assemblée nationale. Sur l'Observatoire de la laïcité, oui, il y a des débats, même des controverses sur ces initiatives et ces jugements. On l'accuse de diffuser une laïcité molle. En tout cas, de ne pas être très exigeant par l'Observatoire sur cette définition de la laïcité. On se souvient de la controverse avec Jean-Michel Blanquer, par exemple, sur le service civique universel. Donc, les membres de l'Observatoire, ou son président en tout cas, voulant faire en sorte que les jeunes femmes musulmanes voilées puissent conserver leur voile pendant leur service civique universel. Bon. Et Jean-Michel Blanquer ayant coupé court immédiatement en disant qu'il n'en sera évidemment pas question. L'association Coexister, que je connais un peu, bon, Coexister fait partie d'un réseau interconvictionnel, c'est-à-dire interreligieux, en fait. Et il y a là un vrai problème pour la laïcité lorsque cette association anime des réunions dans les établissements scolaires. Moi, j'ai eu quelques échos, effectivement. Bon, ça a été en particulier après les attentats de 2015. L'idée de Coexister pour désamorcer le fanatisme, c'était d'inviter plusieurs religieux des différentes religions qui présentaient une vision modérée, pondérée, chacun de leur religion. Mais c'est pas du tout de la laïcité, ça. La laïcité, c'est de maintenir les ministres du culte à l'extérieur des établissements. C'est pas d'en mettre plusieurs pour faire en sorte qu'on ait là une espèce d'objectivité ou d'égalité ou d'équité entre les religions face aux jeunes élèves. Donc, je suis assez critique par rapport à cela. Une dernière chose, il est question d'une préparation d'une loi sur le séparatisme ou contre le séparatisme. Est-ce que, d'une manière ou d'une autre, vous êtes consulté par le gouvernement ou par des organisations proches du gouvernement pour que vous puissiez donner votre avis, vous qui avez cette expérience depuis le premier rapport que vous avez fait en passant par toutes les actions que vous avez pu mener, votre dernier livre. Est-ce que vous êtes consulté sur ces questions-là par les pouvoirs publics ? Écoutez, j'ai eu l'occasion tout dernièrement de donner mon avis. Bien, merci Monsieur Aubin. On va se quitter là parce qu'il est déjà 7h30. Je sais qu'il y aurait eu d'autres questions à poser. Désolé de ne pas pouvoir donner la parole à tous ceux qui le souhaitent. Peut-être pour votre conclusion, un dernier mot. Est-ce que vous voyez dans l'accord qui a été signé à Washington entre Israël et les États arabes du Golfe, certains États arabes du Golfe, une lueur d'espoir pour voir reculer l'islamisme dans le monde? Écoutez, je disais lorsqu'on a été coupé que l'accord entre les monarchies du Golfe et Israël, c'est un accord d'intérêt mutuel bien compris qui se donne un ennemi commun qui est l'Iran et également sans doute le salafisme. Mais je pense que cela est utile pour la paix au Proche-Orient, ce qui est déjà pas mal. Bon, par ailleurs, je ne suis pas certain qu'il s'agit d'une alliance entre forces démocratiques. Non, c'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, comme vous l'avez dit, il y a certainement quelque chose à voir avec la menace de l'Iran, mais également avec la question du salafisme. Et je pense que si les monarchies du Golfe prennent conscience que le salafisme est aussi une menace pour eux, c'est peut-être un rayon d'espoir dans la lutte contre l'islam radical de manière générale.
dans le monde. Merci beaucoup Jean-Pierre Aubin. Notre prochain rendez-vous, Gérard Rabinovitch, c'est le mois prochain pour la 3e édition des Ateliers Républicains. Et quel sera le thème de notre prochain rendez-vous, Gérard? Ce sera sur l'effet, la crise culturelle et civilisationnelle avec l'effet des médias dans cette crise. À la fois les médias dans leur contenu, mais aussi dans leur technologie et ce que ça ouvre comme nouvelles données. Et ça se fera avec Daniel Dayan, qui est un anthropologue des médias émérite et qui viendra nous en entretenir. Merci beaucoup à tous de votre présence et donc au mois prochain pour la 3e édition des Ateliers Républicains. Une très bonne semaine et Shana Tova ou Metuka pour tous ceux qui y sont sensibles. À très bientôt.